Bon, ben je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo on ne parlera ni de drogue ni de chat. Salut les vagabonds, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus qu'on se retrouve pour un nouveau format, c'est-à-dire que sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube, je vous avais demandé de me poser des questions que vous pouviez avoir sur le thème du chemin de Compostelle, et donc je vais essayer de répondre à la majorité des questions que vous avez pu me poser à travers cette vidéo. Et avant de commencer, je vais faire une grosse parenthèse, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, quand j'ai posé la question en parlant de ce format de vidéo, qui m'ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire chit-chat et pourquoi chit-chat Compostelle. La réponse elle est toute simple, chit-chat en anglais ça veut dire discuter, ça n'a rien à voir avec un chat ou de la drogue. On ne va vraiment parler ni de l'un ni de l'autre dans cette vidéo, et c'est un format qui est assez populaire sur YouTube, et c'est pour ça que je me suis inspirée d'autres vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube sous ce format là, dans lequel on échange. En fait c'est ça le but de la vidéo, on papote, on discute d'un peu tout et rien, vous derrière votre écran et moi derrière la caméra. Et c'est comme ça que ça fonctionne, une petite vidéo chit-chat. Et pourquoi Compostelle? Et bien tout simplement parce que je vais répondre à des questions sur le sujet de Compostelle. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, je réponds à toutes vos questions. Ah oui aussi, j'ai décidé de ne pas dire les pseudonymes ou les noms des gens qui m'ont posé les questions directement dans la vidéo, parce que je ne sais pas, comme je vous ai pas demandé si vous vouliez ou non que je vous... voilà, que je dise que c'est vous qui avez posé la question, je préfère ne pas, garder l'anonymat, mais évidemment pour la prochaine vidéo, si jamais on continue à faire des vidéos dans ce format là ensemble, eh bien je vous poserai la question si vous voulez ou non que je donne votre nom et votre pseudo dans la vidéo. Alors on commence donc avec une première question. Bonjour, comment tu fais comme tu fais pas tout le chemin d'un seul coup, revenir chez toi et ensuite revenir au point où tu t'es arrêté n'est pas contraignant. Ah oui, la phrase est un peu... Imaginons que tu aies arrêté ton étape dans les Pyrénées et que tu dois retourner sur Rouen pour plus tard revenir dans les Pyrénées. Alors c'est une très bonne question, je l'ai sélectionnée parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé ce genre de petites questions, souvent dans les messages privés. Vous m'avez demandé par rapport à mon nouveau projet. Donc mon nouveau projet, si vous débarquez sur cette vidéo et que vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de marcher sur le chemin de Compostelle par petites étapes, parce que je n'ai pas beaucoup de temps cette année. Donc tous les week-ends ou les moments où je vais avoir un peu de vacances, ou alors des longs week-ends, je vais faire des petites étapes sur le chemin de Compostelle, et je suis partie de chez moi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo qui s'affiche pour voir le projet sur lequel je me suis embarquée et pour voir les différents vlogs que je réalise au cours de mon chemin. Donc oui, à chaque fois je prends tous les week-ends où je vais faire cette petite excursion, je suis censée prendre un bus, un train, ou alors m'organiser avec de la voiture pour pouvoir faire les fameux allers-retours. C'est compliqué évidemment de s'organiser, le mieux c'est que je privilégie au maximum les transports en commun, comme ça c'est meilleur pour l'environnement, et évidemment je planifie mes étapes en fonction du kilométrage, mais aussi en fonction justement des villes dans lesquelles je m'arrête selon l'accessibilité de ces villes. Donc c'est un chemin que j'entreprends d'une manière complètement différente de mon tout premier chemin de Compostelle, où j'étais vraiment partie sur une très longue période et sans prévoir rien du tout. Sur ce chemin actuellement, sur ce projet, je suis obligée de planifier beaucoup plus et de prévoir les choses d'avance. Après là, dans l'exemple que tu me donnes, je ne dirai pas ton prénom, c'est-à-dire que ça sera jusque dans les Pyrénées. Donc le but c'est d'arriver jusque Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est dans les Pyrénées. Donc c'est vraiment la dernière étape finale, et plus loin je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps mon chemin en petites étapes, parce qu'en effet plus je vais m'éloigner de chez moi et plus ça devient contraignant. Mais dans l'idée, plus je vais avancer dans le temps et plus j'aurai du temps et plus j'aurai des vacances. C'est ça aussi comme ça que je l'avais prévu, donc c'est pour ça que je sais que plus je vais être loin de chez moi, une fois que je vais être sur la voie de Tours après arriver à Chartres, je vais avoir les longs week-ends qui vont arriver en mai, en avril, et je vais aussi peut-être avoir un petit peu plus de vacances cet été. On verra. En vrai, j'ai pas prévu jusqu'à la fin, j'ai pas réfléchi à long terme, mais je sais que voilà, je sais que je le ferai, et que moi perso les contraintes techniques c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de faire quelque chose dont j'ai envie. Voilà, c'est juste de la planification, de l'organisation et de la gestion, mais ça se fait, franchement ça se fait. Deuxième question, bonjour, j'aimerais savoir comment se passent les moments sans marche quand tu arrives sur une étape. Y a-t-il toujours de quoi garder ton sac en sécurité, ou es-tu obligé de toujours l'avoir avec toi? Alors je ne sais pas si tu me parles des moments de marche quand j'arrive à une étape, je ne sais pas si tu me parles en gîte ou en bivouac, sachant que je fais les deux sur le chemin de Compostelle. En étape, en gîte, évidemment tu poses ton sac dans le premier gîte dans lequel tu t'installes, et ensuite une fois que ton sac est posé tu peux aller n'importe où. Après ça dépend, si tu arrives très tôt et que le gîte n'est pas ouvert, en effet tu vas être contraint d'attendre que le gîte puisse ouvrir pour pouvoir poser ton sac et ensuite te balader
balader tranquillement. Lorsque je suis en bivouac, c'est un petit peu différent puisque évidemment je n'ai pas de lieu fermé, sécurisé entre guillemets, dans lequel je vais pouvoir poser mon sac et ensuite aller me promener. Sauf que quand je fais du bivouac, moi personnellement, ma pratique du bivouac, c'est d'être toute seule, perdue dans la nature. Donc de toute façon, il n'y a personne et je pose mon campement et en général je reste dans le périmètre de mon campement, d'abord pour pas perturber trop la faune, la flore qui est sur le lieu où je vais bivouaquer, hein, tout simplement parce que c'est aussi une pratique de bivouac qui se veut respectueuse de l'environnement, et aussi tout simplement parce que en général je me pose, je fais mes affaires, je dors et le lendemain c'est déjà reparti sur le chemin. Mais peut-être que la question, je viens de relire en fait et je suis en train de me dire que peut-être c'est par rapport au fait que les gîtes c'est des dortoirs et qu'on pose son sac dans le gîte. Alors oui, il n'y a pas de casier fermé, hein. C'est pas comme dans une auberge jeunesse où il y a des casiers à clé ou des codes ou des choses comme ça. Non, on pose son sac dans le gîte comme ça en effet, et si vraiment quelqu'un voulait venir voler son sac à dos, un autre pèlerin, il pourrait. Franchement, j'ai jamais réfléchi à ça. Faut garder évidemment quand même son argent et ses papiers sur soi. Moi, c'est ce que je fais même quand je vais à la douche dans les gîtes, parce qu'on sait jamais. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui vient juste pour voler. C'est vrai qu'il y a des endroits un peu plus touristiques où il y a des gens qui savent que dans les gîtes de pèlerins, il y a des gens qui se promènent avec leur argent. Mais voilà, enfin moi c'est de la simple précaution de base sur le chemin et il m'est jamais rien arrivé de négatif. Troisième question. Bonjour, j'envisage depuis un certain temps de faire Compostelle sans but précis. Peut-être pour enfin passer à autre chose sur le plan personnel pour raison X et Y. Penses-tu que c'est une bonne idée? Oui, 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 oui. Quel a été ton ressenti sur toi durant le chemin et même après? D'avance, merci de ta réponse. Alors déjà, merci à toi pour m'avoir posé cette question. Penses-tu que c'est une bonne idée? 1000 fois oui, 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 oui. J'ai pas d'autre réponse provenant de ma part. Moi, je pense que Compostelle, ça change une vie. La marche à pied est pour moi une philosophie entière à laquelle j'adhère. C'est une philosophie de vie presque. Et la marche à pied, d'autant plus sur le chemin de Compostelle, en tout cas sur ceux que j'ai fait, moi personnellement, ça m'a complètement changé, ça m'a permis, quand tu me dis quel a été ton ressenti sur toi, le chemin et même après. Alors le chemin, ça m'a complètement permis de faire tomber énormément de barrières. En fait, le chemin dépouille, mais dans le sens très positif du terme. Le chemin, c'est-à-dire qu'il enlève les couches, il enlève les masques, il fait tomber tout. Moi, j'appelle ça mes barrières mentales. Souvent, j'utilise ce terme-là. C'est des barrières qu'on a, qui viennent de nous, et c'est des masques ou des choses qu'on est obligé de mettre, des carapaces même dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre relation à l'autre en général. Et moi, sur le chemin de Compostelle, je suis partie encore comme une petite boule toute recroquevillée, bien que j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi-même pour en arriver à faire Compostelle, mais quand même. Et si vous voulez, je me suis ouverte comme ça et épanouie comme une fleur, et je suis arrivée à Compostelle telle une belle fleur. Non, vraiment, c'est pas dans le sens je me vante pas, c'est juste que dans le sens où ça m'a complètement libérée. Le chemin m'a complètement libérée. J'étais tellement ouverte à tout, à l'inconnu, à la liberté que ça donnait. C'est vraiment... ça m'a énormément fait de bien. Et l'autre chose, c'est que ça m'a énormément rassurée dans la bienveillance et la possibilité d'une vie différente, et que oui, l'être humain est bienveillant, le partage existe, la solidarité est encore possible dans notre société, il suffit juste de croire et d'envisager un monde différemment. Alors là, c'est plein de belles paroles, mais quand j'étais sur Compostelle, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai ressenti et qui m'a permis et qui m'a aidé à aller plus loin donc en moi et aller plus loin dans mon lâcher-prise personnel, parce que moi j'ai beaucoup de mal des fois dans la relation à l'autre, surtout en société. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est code et manière d'être en civilisation, et personnellement je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, prendre les choses à la légère et être un petit peu faux-folle, et je trouve pas cette place là dans la société actuelle. Elle est tellement sérieuse, tellement droite, où il faut être comme si, il faut prendre les choses très au sérieux, et moi je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Du coup, quand je suis confrontée à cette réalité là, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, bref, je suis en train d'extrapoler un petit peu en répondant à ta question, et je ne vais pas m'attarder sur quel a été mon ressenti après le chemin, parce que je crois que j'ai une autre question à ce sujet sur l'après-Compostelle, donc j'y reviendrai dans l'autre question. Quatrième question, j'ai vu de quoi il s'agit. Donc côté cœur, même si c'est un peu indiscret, as-tu rencontré l'amour sur le chemin? Ou d'une manière plus générale, penses-tu que c'est un lieu privilégié pour faire des rencontres amoureuses? Alors j'avoue que j'ai failli la passer cette question, parce que j'aime pas trop dévoiler mon intimité. C'est vrai qu'on partage beaucoup ensemble depuis qu'on se connaît sur YouTube, et j'en suis très heureuse, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à dévoiler certaines parties de ma vie privée,
et je me garde, et je pense que c'est pour moi personnel, hein, c'est pas contre vous du tout, c'est vraiment juste que j'ai envie un peu de garder une partie de ma vie privée, privée tout simplement. Mais puisqu'on m'a posé la question, je vais jouer le jeu et je vais répondre. Alors, je n'ai pas rencontré l'amour avec un grand A sur le chemin. D'abord parce que je suis partie sur le chemin pour des raisons justement un petit peu contraires. Je cherchais pas du tout l'amour à ce moment-là quand je suis partie sur le chemin. J'avais plutôt envie ou besoin même de faire le deuil d'une relation passée qui était finie. Donc voilà, je cherchais pas du tout l'amour sur le chemin, mais je vais vous dire que je n'ai pas trouvé l'amour, hein, clairement je n'ai pas trouvé l'amour sur le chemin, mais je pense que oui, ça peut être un lieu où on peut trouver l'amour, ou en tout cas un lieu qui favorise à la rencontre avec des gens avec lesquels on va avoir des affinités. Donc voilà, moi c'est beaucoup ça que j'ai trouvé, et j'ai trouvé beaucoup d'amour au sens très très large, même pas un amour dans le sens, parce que moi je considère vraiment que l'amour c'est pas que l'amour avec une personne, c'est aussi l'amitié, c'est aussi toutes les relations dans lesquelles on peut avoir au quotidien et on peut partager de l'amour. J'ai trouvé l'amour global, on va dire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'amour partagé. Donc je pense que oui, ça peut favoriser à ensuite développer des relations amoureuses avec une personne qu'on a rencontrée sur le chemin. Ça, j'en ai même eu l'exemple sur mon chemin, il y a eu d'autres personnes que j'ai rencontrées qui se sont rencontrées sur le chemin et que je sais qui sont ensemble encore aujourd'hui. J'ai même, alors ça c'est pour une qui sont encore en couple, et un autre même que j'y croyais pas du tout. On est resté en contact et ils se sont mariés. Donc c'est quand même assez ouf. Prochaine question numéro 5. Bonjour, tout d'abord merci pour votre retour d'expérience. Je ne vous suis pas depuis très longtemps, mais c'est super. Je fais partie des personnes attirées par le chemin sans aucune idée spirituelle ou autre, juste l'envie de le parcourir et de profiter. Je me rends compte qu'il faut quand même une bonne préparation. Je ne suis pas comme vous et j'envisage le chemin de gîte ou relais en relais. Auriez-vous des conseils ou préconisations à faire sur ce mode ? Merci et surtout continuez. Et déjà merci beaucoup à toi pour cette question et pour les encouragements, ça me fait très plaisir. Moi j'ai beaucoup fait de bivouac, mais ça n'empêche pas que j'ai aussi fait beaucoup de gîtes, hein. J'ai plutôt alterné entre les deux en grande partie. Donc alors des conseils sur ce mode, moi personnellement j'allais surtout dans des gîtes. En fait, comme je le prévoyais pas mon chemin, j'allais surtout dans les gîtes dont j'entendais parler. Donc voilà, moi j'ai beaucoup privilégié les gîtes qui étaient un petit peu plus alternatifs, si on peut dire ça comme ça. Donc beaucoup surtout les donativos. Non pas forcément parce que c'est plus accessible niveau financier pour moi, en tout cas parce que je n'avais pas une grosse bourse, donc c'était forcément un peu plus facile parce que je donnais sûrement moins qu'un gîte où on paye 20 ou 30 euros la nuit. Ce sont des gîtes en général qui sont un peu différents. L'accueil y est différent parce que justement l'approche et l'argent est complètement différent dans ce milieu, et je pense que ça change complètement les relations entre personnes quand il n'y a pas cette question d'argent forcément. Même si évidemment on donne de l'argent dans les donativos, je répète, ce n'est pas gratuit. Et aussi les endroits un peu plus alternatifs, moi c'est ça que j'aime beaucoup, les endroits qui étaient un peu plus tournés vers l'environnement, un petit peu plus à la cool, si on peut dire ça comme ça. Et puis il y a plein de gîtes qui sont très bien, mais un peu plus aseptisés, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est des gîtes où on va, mais où il n'y a pas vraiment d'échange, c'est juste on échange avec la personne, tac, on fait tamponner la crédentiale, on donne l'argent, et puis on va dans le dortoir, on choisit son lit, et basta. Si j'avais un conseil, c'est peut-être essayer d'aller le plus au maximum dans les gîtes qu'on va vous conseiller, parce que ce sont des gîtes dont on a entendu du bien, parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a du contact et des liens qui vont se créer, et aussi dans les gîtes où vous savez que vous allez partager un repas avec les autres, toutes ces grandes tablées de pèlerins et avec les autres qui sont là et qui souvent vous ont fait à eux-mêmes à manger et qui sont si généreux. Et donc voilà, si j'avais quelque chose à conseiller, c'est d'essayer d'aller vers des gîtes un peu comme ceci pour vraiment vivre le côté convivial du chemin. 6e question. Ma question porte sur la gestion de l'alimentation sur le chemin. Il n'y a pas de ravitaillement partout. Comment calcules-tu tes rations journalières et combien d'avance? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas de ravitaillement partout. Ça dépend de quel chemin on parle. Si on parle du GR65 et du Camino Frances, je vais dire que s'il y a du ravitaillement partout, ça dépend ce qu'on appelle ravitaillement après. Mais du ravitaillement, c'est-à-dire supermarché, pas forcément. Il ne va pas y avoir un supermarché partout. Par contre, un endroit qui vend un paquet de pâtes ou une boulangerie qui vend un sandwich ou un bar qui vend quelque chose, vous trouverez toujours quelque chose. Le chemin, que ce soit le GR65 ou le Camino Frances, traverse des villages tous les 15, maximum 20 km. Et les rares portions où vraiment il n'y aura rien,
En général, vous le savez d'avance parce que c'est vraiment indiqué. Il y a toujours quelque chose d'installé, je peux vous dire, comme le chemin forcément attire beaucoup de pèlerins. Bah, oui, il y a au moins un petit boui-boui qui va vous vendre un petit paquet de pâtes, même si le paquet de pâtes va vous coûter 2-3 euros, certes, mais il y aura toujours quelque chose pour acheter. Au début, j'étais un petit peu plus attentive pour justement me ravitailler dans les épiceries un peu plus grandes pour pouvoir payer moins cher. En général, de toute façon, moi je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir beaucoup, la nourriture, j'ai toujours peur de manquer, donc beaucoup accumuler. Mais honnêtement, plus ça allait et moins je le faisais et plus je faisais au jour le jour en fonction de ce que je trouvais. Sur d'autres chemins, c'est en effet différent. Sur d'autres chemins, il faut forcément voir un petit peu d'avance combien de jours il va falloir passer sans avoir de nourriture ou d'eau à proximité. C'est des randonnées qui sont vraiment différentes parce qu'il faut les prévoir, mais en général, voilà, ça dépend de la randonnée et ça dépend du chemin. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment dire comment je calculais mes rations journalières et combien d'avance. Et puis l'autre chose, c'est que par exemple sur le Camino Frances, c'est que j'avais toujours dans mon sac à dos un paquet de pâtes ou un demi-paquet de pâtes qui me restait avec mon réchaud. Donc forcément, je savais que même si j'étais dans le pire des cas, qu'il n'y avait rien du tout, bah, je mangerais des pâtes à l'eau. Mais voilà, je me suis pas prise la tête plus que ça. Donc j'espère que ça répondra à ta question, même si voilà, pour moi j'ai pas trop eu à calculer tout ça. 7e question. Bonsoir, tout d'abord merci pour tes vidéos. Et bah de rien, ça me fait très plaisir. Elles sont vraiment instructives. Je suis partie sur le chemin en septembre et octobre 2019 et c'est un peu grâce à toi. Oh bah merci beaucoup parce que ça me touche énormément quand vous me dites ce genre de commentaires. Je pensais pas en commençant toutes ces vidéos sur internet qu'un jour j'aurais un impact sur le départ d'autres personnes sur le chemin et c'est ça qui me touche énormément et c'est aussi pour ça que je continue à faire des vidéos parce que je sais que j'ai vos retours hyper positifs et ça me fait très très plaisir de savoir que je peux aider, encourager à partir. Ma question est la suivante. Comment as-tu vécu ton retour de Compostelle et étais-tu préparé à cette étape du chemin? Buen camino e ultreya, Jesus eya. Alors oui, voilà la fameuse question que j'avais dit tout à l'heure qui reviendrait. Étais-tu préparé et comment ça s'est passé cette étape du chemin? Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, c'était une étape très 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 difficile pour moi. Je me souviens encore de mes pleurs à arriver à Fistera et ensuite à Mouchia. Donc moi j'ai pris un bus parce que je voulais surtout pas prendre un avion ou quoi que ce soit parce que j'avais besoin de temps pour revenir à la réalité entre guillemets. J'avais besoin de ce temps dans ce bus pour comprendre ce qui était en train de m'arriver. Je pense qu'en survolant en 2 heures ce que j'avais marché pendant 3 mois, ça m'aurait complètement projeté dans une réalité, ça aurait été trop brutal. Donc voilà, et donc le retour a été long. J'ai beaucoup tourné en rond, je vous avoue, parce que j'avais pas de projet, moi, derrière tout ça, j'avais rien de concret. Je savais pas ce que j'allais faire, vraiment. Moi, il faut savoir qu'avant Compostelle, je vivais au Canada pendant 2 ans. Donc j'étais plus ou moins nomade, je voyageais beaucoup. Et donc je faisais des petits jobs et je vivais. Hein. Donc c'était un peu mon rythme de vie et c'était de ça que j'avais vécu jusqu'ici. Et j'adorais ce mode de vie-là. Et je suis rentrée en France et je fais Compostelle. Et donc j'avais rien pour ce moment-là. Et donc en septembre, quand je suis rentrée, j'ai tourné en rond. Enfin bon, j'ai été quand même heureuse de retrouver ma famille, de retrouver plein de choses. Mais c'était compliqué. Je tournais beaucoup en rond, je savais pas quoi faire. Et j'ai décidé de repartir marcher. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens, quand on n'a pas de projet derrière, ce qu'on va faire après Compostelle, c'est qu'on va continuer à marcher. Donc je suis repartie à ce moment-là, moi, dans le Jura. C'était la continuité de Compostelle, en fait, si on veut. J'avais pas réussi à lâcher prise complètement sur Compostelle. Et par la suite, petit à petit, j'ai fini par accepter que c'était fini. Quand même, après le Jura. Mais Compostelle est toujours resté en moi. Et finalement, en fait, moi, c'est grâce aussi à ces vidéos que j'ai pu continuer et vivre l'après-Compostelle et que j'ai pu faire mon deuil entre gros guillemets, mais surtout que j'ai pu me dire en fait à travers les vidéos que mon chemin n'était pas fini, que mon chemin ne s'arrêtait pas, que c'était le début d'autre chose et j'y crois vraiment que c'est le début d'un nouveau chemin après Compostelle. Prochaine question. Je crois qu'on en est à la 8e question. Qu'est-ce que tu penses du Camino en hiver? Eh bah écoute, en fait j'y ai déjà répondu un petit peu dans la vidéo que je vous ai publiée il y a 2 semaines donc sur le Camino en hiver, comment se préparer, et aussi dans mon vlog surtout en fait, c'est pas tant la vidéo il y a 2 semaines, surtout en termes vraiment très
très pratique que je parlais du chemin en hiver, mais dans ma vidéo vlog que j'ai publiée la semaine dernière, qui est mon vlog numéro 2 sur mon chemin de Compostelle depuis chez moi, et la vidéo va s'afficher juste ici si vous voulez aller la voir, j'ai décidé de vous parler beaucoup de quel était mon ressenti du chemin en hiver, pourquoi est-ce que je marche en hiver, pourquoi est-ce que moi je pense que c'est une bonne idée de partir aussi en hiver. Et donc je vais répondre brièvement parce que j'ai un petit peu répondu. Qu'est-ce que j'en pense du Camino en hiver? Je pense que c'est super chouette. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a vraiment très peu de monde sur le chemin. L'hiver, moi j'adore ça et c'est une saison qui m'apaise beaucoup, qui est calme. On en est à la 9e. Ton meilleur souvenir sur le chemin, ton pire, ta plus belle rencontre et ton endroit préféré. Alors... Mon meilleur souvenir, c'est trop dur, j'en ai beaucoup trop en fait. Je crois quand même que l'apothéose du chemin, de la marche entre Compostelle et Fisterra. En fait, si vous voulez, le chemin pour moi il a été vraiment crescendo et de plus en plus beau jusqu'à un final un petit peu, c'est bizarre à dire, on se croirait dans un film, mais un final que, en fait, j'ai vraiment vécu quelque chose dont j'aurais jamais pu soupçonner un seul instant que j'allais pouvoir vivre ça. On était 5-6 et il y avait quelque chose, il y avait une joie profonde en nous, il y avait une... je sais pas, il y avait quelque chose qui s'est créé entre nous, entre cette arrivée, entre Compostelle. Il y avait cette espèce qu'on savait que la fin était imminente mais qu'on voulait en profiter jusqu'au bout. Donc je pense que mon meilleur souvenir c'est quand même vraiment cette fin. Et il faut la vivre pour la... Je veux pas trop en parler non plus parce qu'il faut la vivre, chacun a sa fin, ses émotions, tout ça, mais c'est vraiment l'apothéose du chemin pour moi. Mon pire souvenir, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo de mes pires galères sur le chemin de Compostelle qui s'affichera juste ici si vous ne l'avez pas vu encore. J'y parle donc de mes 3 pires galères entre guillemets. Je pense que dans les 3, s'il faut en choisir une... j'ai vraiment un souvenir vif de cette première marche où je me prends la tempête alors que je voulais bivouaquer et que je me retrouve à devoir appeler le gîte et tout ça. Donc je pense que je dirais celui-là. Ma plus belle rencontre, alors j'y ai beaucoup réfléchi parce que c'est compliqué. On en fait énormément des rencontres. J'en ai vécu vraiment beaucoup et j'ai eu des liens très forts sur ce chemin. Ça c'est dingue. D'ailleurs, je veux pas que ça paraisse bizarre ce que je veux dire, mais c'est comme si on était des êtres, on était nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes, vulnérables, complètement vulnérables, et qu'on n'avait aucune honte, aucun problème, aucun déni de nous-mêmes, et qu'on se cachait pas derrière rien du tout, et qu'on fait juste, tu sais, on est des petites âmes lumineuses, et puis on fait juste se réunir, et puis on est juste tellement heureux d'être ensemble. Oh là là, je parais tellement bisounours moi dans cette vidéo, oh là là. Mais en fait, donc je voulais vous raconter quand même, il y a eu une rencontre qui a été très marquante et j'ai pleuré. Je suis partie en larmes, il y a tout qui est tombé. J'ai juste écouté l'histoire d'un pèlerin. Donc c'était sur le Camino Frances, j'étais arrêtée dans un lieu pour dormir le soir, mais on était en début d'après-midi et il y avait ce pèlerin. Il était sur le chemin pour des raisons très profondes et ce monsieur-là, il nous a dit, c'est la première fois, après coup, une fois qu'il nous a raconté son histoire, c'est la première fois que j'arrive sur le chemin à partager mon histoire et enfin, il y a eu quelque chose, il a réussi à expliquer pourquoi il était sur le chemin et à nous faire part de son histoire. Je veux pas spécialement en parler parce que c'est personnel à lui, mais voilà, il a eu une histoire très dure, très douloureuse et il a perdu un être très cher. Il s'est battu et bref. En fait, il nous l'a raconté et c'est juste ça. Et il avait des photos et il avait des cartes postales qu'il posait un petit peu partout sur le chemin. Et que ensuite, par la suite, on marchait pas ensemble, mais je le suivais un petit peu à travers les cartes postales qu'il déposait dans les différents, vous savez, sur le chemin, il y a différents lieux, un petit peu des croix où on met des pierres ou des choses comme ça, ou des prières. Et lui, il posait ses cartes postales. Et je l'ai suivi un petit peu donc comme ça et non vraiment ça a été un moment, je pense que c'est ma plus belle rencontre parce que c'est celle qui m'a le plus touchée au plus profond de moi-même et le fait qu'il a eu cet instant où il a eu envie de nous le partager. J'étais pas toute seule, hein, on était beaucoup et donc c'est un peu, je suis désolée, c'est un peu vague comme rencontre mais voilà. Ton endroit préféré? Un seul? J'ai le droit qu'à un seul? Bon, j'ai adoré, je crois quand même la Galice, parce que c'est verdoyant, c'est beau, puis il y a du relief d'un coup, et puis on est à nouveau dans des endroits très ruraux, où on est avec les poules sur le chemin, les chiens, vraiment c'est
c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu. Merci beaucoup pour ces questions parce qu'elles sont vastes. Et on finit avec notre 10e question. Qu'as-tu appris du chemin? Alors déjà, bonjour à la personne qui m'a posé cette question parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai. J'ai appris beaucoup sur moi-même et sur mes possibilités à lâcher prise et à vivre dans le moment présent. Parce que dans ma vie de tous les jours, c'est dur d'être dans le moment présent. Je suis tout le temps dans le futur ou dans le passé, mais j'ai du mal à être juste là, ici, maintenant. Et sur le chemin, j'ai tout lâché, j'ai tout lâché. Et la seule chose qui m'importait, c'était le moment où j'étais en train de marcher. Et je faisais tout au jour le jour. Et c'était tellement beau et c'était tellement bien. C'était tellement un vent de liberté. Bref, voilà. Donc moi je pense que j'ai vraiment appris ça. On en a discuté et elle me disait aussi qu'elle avait beaucoup appris qu'on pouvait vivre avec seulement l'essentiel, vraiment très peu de choses. Donc à retirer tout ce superflu matériel qu'on a tout le temps autour de nous dans notre vie et qui sont finalement très inutiles. Et c'est vrai que ça, moi j'y ai beaucoup pensé aussi. Ça m'a quand même fait me prendre en compte que je peux vivre en fait en autonomie avec seulement un sac sur le dos et que je suis capable de vivre avec ça. Et c'est pas juste on fait un discours sur il faudrait vivre avec moi ou quoi, non, c'est juste qu'on le vit et ça c'est ouf. Et voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sélectionnées pour cette vidéo. J'espère surtout que cette vidéo, que ce format vous plaira. Moi ça me plaît beaucoup de un petit peu de discuter avec vous, d'être plus dans l'échange vraiment que toujours dans un thème de vidéo que je vous donne plus aux questions pratiques ou des choses comme ça. Là ça me permet vraiment de répondre à vos questions directement. Et donc n'hésitez pas, si c'est un format qui vous plaît, à me le dire dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez vraiment pas, il faut me le dire parce que je ne sais pas si je vais continuer ou non ce format. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher des petits pouces en l'air sur la vidéo pour m'encourager et pour encourager ce format de vidéo. Et n'hésitez pas aussi, donc si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre question avec le hashtag #ChitChatCompostelle. Donc toutes les questions sont les bienvenues si ça concerne le chemin de Compostelle ou la marche à pied de manière un peu plus générale. Et voilà, donc si je reçois pas mal de questions et que ça vous plaît, je n'hésiterai pas à faire une deuxième vidéo et peut-être que ce sera un format récurrent qu'on ferait peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça. Et si ça n'est pas encore fait et que tu as envie de suivre mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, il y a un gros bouton rouge, c'est ici qu'on clique avec la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Et en attendant la semaine prochaine où on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur je sais plus quoi. J'ai déjà oublié qu'est-ce que je vais vous faire, mais c'est pas grave, elle sera là la semaine prochaine. Gros bisous!